cette résistance, elle n'est pas vaine. Certains me dénigreront peut-être de le dire, mais c'est quelque chose qui est inscrit en eux. Leur slogan préféré, c'est quand même Patria, muerte o muerte, venceremos, c'est-à-dire la patrie ou la mort, nous vaincrons. Bonjour Régis. Bonjour Aïcha. Régis, hier soir, Donald Trump a expliqué que le régime cubain était voué à disparaître. Un peu plus tôt dans la journée, il a réitéré ses menaces contre les pays qui commerçaient avec la Havane. Ça tombe bien, Régis, vous revenez de Cuba dans le cadre d'un reportage, d'un documentaire qu'on pourra découvrir très prochainement sur l'application Omerta. Régis, comment la population locale perçoit-elle ces sorties de Donald Trump ? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ces sorties de Donald Trump, elles sont liées d'abord à l'entreprise que Donald Trump essaye d'appliquer, les principes qu'il essaye d'appliquer à l'international, c'est-à-dire de faire pression sur les pays pour défendre les intérêts américains, d'appliquer stricto sensu ou de revisiter la doctrine Monroe. On l'a vu avec le Venezuela, on l'a vu aussi avec le Groenland, maintenant on le voit avec Cuba. L'Iran, c'est un peu quelque chose, c'est à part, mais c'est-à-dire de réaffirmer la puissance, la toute-puissance des États-Unis, selon les principes de cette doctrine qui remonte à 1823, dans son précaré, c'est-à-dire l'Amérique, les Amériques, du Nord et du Sud. Le Canada n'a qu'à bien se tenir. On sent bien que Donald Trump, a un adversaire un peu plus coriace, puisque le Premier ministre Carney est allé en Chine pour tisser des liens avec la Chine. Donald Trump voit rouge quand il entend ça. Et ce qui est très intéressant, donc là, il est en train de pousser ses pions. Et Cuba, évidemment, c'est la patrie du socialisme en Amérique latine et en Amérique du Sud. Le Venezuela s'étant, on va dire, inspiré de Cuba. La révolution bolivarienne, elle vient quelque part, elle hérite du castrisme. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on sent derrière le propos de Donald Trump qu'au-delà d'une action conjoncturelle, il y a toute l'histoire, il y a tout l'antécédent de la rivalité entre Cuba et les États-Unis, en particulier de la crise de 62, où les États-Unis, avec Cuba, ont bien failli voir se développer l'apocalypse nucléaire. Rappelons les faits, à l'époque, les Russes avaient positionné à Cuba 36 têtes nucléaires. Donc de quoi anéantir évidemment les États-Unis à une distance, il ne faut jamais oublier ça aussi, qui est de 150 km à peine au sud de Key West. La Havane est juste là. Donc vous avez cette île qui fait 1200 km de long, qui est étalée au beau milieu de la mer des Caraïbes et qui échappe à l'emprise américaine depuis 1959, révolution castriste. Au départ, Fidel Castro est plutôt déboulonne un dictateur qui s'appelait Batista, corrompu jusqu'à la moelle, et que les États-Unis voient ça d'un bon œil. Assez rapidement, Castro va devenir leur ennemi. Ensuite, il va se tourner vers la Russie. L'affaire des missiles, les Américains vont vont monter une opération en 1961 sous l'égide de la CIA avec des exilés cubains pour tenter de renverser Castro. Ça va échouer et depuis c'est, on va dire, le régime des sanctions. Depuis 1962, les Américains appliquent un strict embargo autour de Cuba, en sachant, c'est très intéressant d'ailleurs parce que on peut le voir là-bas avec les automobiles. Alors évidemment, tout le monde connaît les vieilles voitures américaines envoyées par les Américains avant 59, qui sont restées, que les Cubains ont entretenues et qui font partie de leur identité aujourd'hui. Des Plymouth, des Corvettes, des Mercury, des Chevrolet, les vieilles voitures américaines, il y en a encore plein sur l'île. Les Cubains les réparent du mieux qu'ils peuvent. Certaines ont quand même un peu du plomb dans l'aile et elles fument
pas mal. Faut avoir le cœur accroché. Cuba est une île qui manque de pétrole aujourd'hui, mais ça sent l'essence partout. Voilà, donc c'est très pollué. Et donc ces vieilles voitures-là existent. Ce qu'on sent bien, donc elles sont arrivées, elles ont été importées jusqu'en 1959. Après, c'est terminé. Ensuite, la deuxième génération de voitures, c'est les Lada. Donc évidemment, les Russes amènent avec eux les Lada. Il y en a encore plein, la Lada étant une voiture qui fonctionne très correctement. Là aussi, en termes de pollution, c'est pas terrible. Et puis, les dernières berlines qui ont arrivé sur l'île, parce qu'il y a quand même des gens qui ont les moyens de les acheter, et elles sont pas si chères que ça, c'est les voitures chinoises, les BYD, etc., qui sont là, vous envoyez même des bus chinois. Donc en fait, en fonction des époques, on voit les pays qui commercent avec Cuba. Et pour mettre de l'essence dans ces voitures, il y avait un partenaire idéal qui s'appelait le Venezuela, qui envoyait à Cuba son essence quasiment gratuitement. Ça, évidemment, depuis le 3 janvier dernier et la capture de Nicolas Maduro, les pressions faites sur les pétroliers qui contournent ou tentent de braver l'embargo, on l'a vu, eh bien, elles sont énormes, les Américains les appréhendent. La flotte américaine, ce qu'il faut vous comprendre, c'est qu'actuellement, la flotte américaine se trouve partout autour de Cuba. Au moment où j'y étais la semaine dernière, on la disait en face de la Havane. Nous avons visité le port de la Havane. En dehors de 2 vraquiers, qui sont ces navires de transport de minerais, d'un peu tout type de marchandises d'ailleurs, le terminal pétrolier était vide, il n'y avait aucun pétrolier. Le port de la Havane est au ralenti déjà. Ça, c'est une des premières conséquences de cet embargo et de cette présence de la marine américaine. Alors le peuple cubain face à ça, donc j'en termine d'abord, sur Donald Trump. Donald Trump a ce réflexe historique des Américains, largement partagé par la classe politique américaine, qu'elle soit démocrate, qu'elle soit républicaine. Les Cubains de l'exil, Marco Rubio, entre parenthèses, dont les parents ont immigré de Cuba, mais attention, ce qui est quand même intéressant, c'est que les parents de Marco Rubio n'ont pas quitté Cuba à cause de Castro. Hein. Ils l'ont quitté à l'époque, en 1956, à l'époque de Batista. Donc, attention, quand on se présente comme descendant de gens de l'exil ayant été persécutés par le castrisme, c'est pas vrai du tout. Hein. Voilà, précision. Donc, parce qu'avant Castro, il y avait aussi beaucoup de problèmes. Mais donc, pour Donald Trump, c'est l'île qui a toujours défié les Américains. Et c'est l'île qui a apporté potentiellement la guerre nucléaire aux États-Unis. Donc ça reste dans les mentalités. Et on sent bien qu'il y a là aujourd'hui un moment de faiblesse de Cuba. Il faut vraiment le reconnaître et je vais vous en décrire les tenants et les aboutissants. Mais que Trump, qui est malin et qui est, malgré son aspect grossier et parfois ses propos, sent bien que là, oui, la bête est blessée. Et que les Cubains vivent peut-être leurs dernières heures. C'est d'ailleurs pour ça que nous nous sommes rendus là-bas, pour essayer de comprendre et de constater les effets de ces embargos, de voir comment les Cubains y réagissent, et ensuite d'essayer d'évaluer leur potentiel de résistance face à une intervention américaine. D'ailleurs, Régis, quel est l'impact économique, social, sociétal de cet embargo imposé à Cuba par les États-Unis, embargo imposé depuis, vous l'avez rappelé, 62 ? 62, il est terrible, c'est-à-dire que c'est une île où, oui, je peux, même si l'île produit énormément d'agriculture, il y a des fermes, des coopératives, il y a des petites fermes, il y a, dans les zones agricoles, il y a de la nourriture sur les étals des marchés. Dès qu'on dépasse les zones agricoles, il n'y a plus rien. On a du mal à se nourrir, nous-mêmes, à trouver des restaurants ouverts. Les portions qu'on nous sert sont toutes petites. Ou alors c'est vraiment de la nourriture industrielle. C'est très difficile de trouver de la bonne nourriture à Cuba. C'était pas le but, hein, mais on peut quand même en juger en ayant été dans des hôtels.
Il n'y a quasiment pas d'Internet. Alors, ça a de l'avantage, hein, c'est-à-dire que les gens se parlent comme nous parlons, c'est-à-dire dans les yeux. Enfin, vous regardez votre portable de temps en temps pour regarder vos questions. Objection. Ou pour faire un tweet. Mais là-bas, c'est pas possible. Il n'y a quasiment pas d'Internet, sauf dans certains hôtels. Et donc, c'est intéressant d'ailleurs de voir et de se rendre compte comment notre société était avant. En se disant, tiens, mais en fait, ils conversent, ils sont pas là. Voilà. Et il y a surtout cette habitude de déprivation, de la vie frugale, qui n'entache pas, je dirais, la bonne humeur des Cubains et leur sens de la fête non plus. Ça reste un peuple très joyeux, un peuple auquel moi j'ai appris au départ on arrive avec nos questions de journalistes. En fait, c'est pas comme ça qu'il faut procéder. Je l'ai compris assez rapidement. Il faut aborder une personne et laisser la personne venir à nous, en fait, nous raconter son île. Ils vont le faire, ils le font. Mais si vous commencez par la question, vous pensez quoi de la situation aujourd'hui ? Je ne fais pas de politique, je ne m'occupe pas de politique, j'essaye de vivre, tout est normal. En revanche, si vous les laissez vous expliquer, venir à vous, parce qu'ils sont curieux, il y a des touristes, hein, c'est une industrie, c'est d'ailleurs la seule dernière ressource de Cuba fiable, c'est le fait d'avoir des touristes. Il y a eu des constructions d'hôtels, il y a eu... il y a notamment une touriste française très connue là-bas. Une touriste française très connue. Oui, enfin prénom Arlette. Ah oui, exceptionnel, oui. Alors ça, c'était vraiment la surprise. Quand on était à Santiago de Cuba, qui est la capitale de la Révolution, c'est là où Castro a attaqué la caserne Moncada le 26 juillet 1953, avec son frère, Raúl à l'époque, et quelques révolutionnaires. D'ailleurs, ça a échoué, mais ça a été le premier acte de la Révolution. Donc la tombe de Fidel Castro est à Santiago de Cuba. La Sierra Maestra, là où il a fait sa guérilla avec Che Guevara, se trouve juste dans les montagnes à côté. C'est le fief du castrisme. Hein. Et oui, on est arrivé dans un hôtel et le portier qui parlait un peu français nous dit « Ah, vous êtes français, vous savez, pendant de nombreuses années, nous avons accueilli une femme politique française, Arlette Laguillet. » Donc Arlette Laguillet, je me souviens d'avoir dit, oui, elle prenait ses vacances dans un paradis socialiste certifié, évidemment. Elle venait à Cuba, Arlette, elle venait à Cuba. Mais c'était l'époque où Castro était encore en vie et la situation, évidemment, a beaucoup changé. La révolution a perdu énormément de son souffle. On sent d'ailleurs qu'au niveau des posters et au niveau de l'endoctrinement, nous avons visité des classes d'école bariolées de partout, de photos de Che Guevara pour essayer d'entretenir la flamme. Mais il n'y a pas de Che Guevara jeune. Tous ceux qui sont au pouvoir actuellement sont les héritiers d'un castrisme qui a tendance à s'effilocher. Fidel Castro est mort en 2016. La vieille génération reste complètement dans la vénération de Castro. Vous avez des petites vieilles avec qui ont des photos sur elles. Il y en a une, à un moment, qui est arrivée devant nous avec un calendrier où il y avait marqué 2026. C'était le calendrier de cette année. Elle nous dit c'est une année miracle pour Cuba. J'étais là, oui, vous êtes sûr, vous n'avez plus de pétrole, vous êtes encadré par l'armée américaine. Et non, c'est pas ça. Nous sommes en 2026, c'est le centenaire de la naissance de Fidel Castro. Et surtout, c'est le numéro 26 juillet 1953. Le début de la révolution castrisme. Donc il y a toute une idolâtrie autour de lui. Et quand on va voir les jeunes, alors là, tout ça disparaît. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a la transmission de témoins ne se fait plus. La révolution perd du souffle, ce qui ne veut pas dire que les jeunes sont complètement fascinés par l'idée que les Américains débarquent, que leur style de vie change complètement. Les jeunes, des rockers avec qui nous avons discuté, des jeunes qui faisaient un groupe, il y a beaucoup d'échanges culturels d'ailleurs avec l'étranger, ne voient pas du tout d'ailleurs les Cubains de l'exil comme des modèles, ils les voient plutôt comme des riches qui ont quitté leur île et qui aujourd'hui se pavanent à Miami. C'est pas vraiment le modèle qui les attire, ils sont pas pro-américains, simplement ils ont une vision des pères fondateurs de la Révolution un peu différente de leurs aînés, ils critiquent
vertement Che Guevara considéré comme un personnage raciste et homophobe par eux. Tout ça, c'est des mots que j'ai entendus. Donc là, voilà, la transmission de témoins, elle n'est pas faite, elle est imparfaite. La révolution manque de souffle. Et pour revenir sur votre question sur les privations économiques, oui, l'essence n'arrive plus. Surtout, ce qui m'a impressionné, c'est les villes noires la nuit. La Havane, on a dû passer un jour, peu de temps avant notre départ, 10 heures sans électricité sur la capitale, sur l'ensemble de la capitale. C'est quand même assez considérable. C'est quand même l'endroit où ça fonctionne à peu près. Nous sommes allés à Guantanamo, on est allé à Santiago de Cuba, on a dormi là-bas, pas d'électricité la nuit. Oui. Comment voit-il l'intervention américaine au Venezuela ? Ils ont ressuscité le portrait d'Hugo Chavez sur l'ambassade. Il était en grand, en lui attribuant la phrase de Guevara, Hasta la victoria siempre. Oui, c'est le pays frère qui est décapité. Il n'y a pas d'espoir de ce côté-là. Et surtout, ça entérine la privation principale qui est l'absence de pétrole, avec des comportements dont on sent bien qu'ils sont ancrés dans la chair des Cubains, en fait. L'habitude de la privation fait que, en fait, on n'abandonne jamais le mode de transport d'avant. Aujourd'hui, il n'y a plus d'essence. Pour les voitures, il faut une carte qui s'appelle la carte Classica qu'on achète, que le gouvernement cubain a émise. En fait, c'est du rationnement, en fait, tout simplement. Certaines stations distribuent de l'essence et il faut trouver les stations. Et sinon, vous avez 2 stations sur 3 où il n'y a pas d'essence, tout simplement. Je crois que Cuba, actuellement, au moment où on parle, a encore 40 jours de réserve, ce qui est quand même très très peu. Qu'est-ce que font les Cubains ? Ils n'attendent pas. Voilà, ils font leurs réserves, ils ont leurs bidons, dès qu'ils peuvent, ils stockent. Et ils n'utilisent plus la voiture, ils repassent à la charrette, avec le cheval. Voilà. Et donc, dans certaines campagnes, quasiment plus de voitures sur les routes. Par contre, la charrette est de retour. C'est une manière pour eux, finalement, de montrer qu'ils résistent. Parce qu'ils en ont l'habitude à plusieurs périodes de leur histoire. Ils ont été privés, encerclés. Voilà, donc c'est un peu une île, comme je dis, le paradis socialiste oublié, avec encore aussi un côté bien dictatorial, faut reconnaître. Il y a quand même encore des opposants en prison, les journaux d'opposition ne sont pas tolérés. Quand on est journaliste, je vais vous raconter une chose, à Cuba, c'est un opposant qui me l'a dit, depuis quelques années, on fait des études de journalisme. Ensuite, on est obligé de passer 1 an dans l'armée. On commence par passer 1 an dans l'armée. Et ensuite, on arrive dans des publications officielles, tout simplement, où il n'y a pas d'autres possibilités. Les blogueurs n'existent pas, les influenceurs n'existent pas. Alors, dans la musique, si. Mais disons qu'au niveau journalistique, ça n'existe pas. Et donc, beaucoup de journalistes, finalement, finissent par faire de la communication ou du marketing, finissent par, en fait, changer d'affectation et abandonner le journalisme. Régis Lille peut-elle encore tenir sous les sanctions ? Écoutez, c'est difficile quand on sait qu'ils ont tenu pendant 60 ans. Là, on est au 67e anniversaire de la Révolution, donc de 59. Forcément, au niveau du pétrole, ça va être extrêmement problématique, d'autant que le dernier pays à approvisionner Cuba, qui était le Mexique, commence à fléchir devant les pressions de Donald Trump. Claudia Sheinbaum, qui est la première ministre, la présidente du Mexique, a indiqué que les pressions américaines étaient telles qu'ils ne pourraient pas résister longtemps. Donc, si les choses, en plus, en termes de commerce, si Trump va mettre à exécution ses menaces, c'est-à-dire de frapper de tarifs douaniers exorbitants tout pays commerçant avec Cuba, ça va commencer à devenir extrêmement compliqué.
L'île a l'habitude des privations, l'île a l'habitude de se serrer les coudes. Il y a un collectivisme assez marqué, avec des scènes, par exemple, de partage, comme j'en ai déjà vu d'ailleurs. Le collectivisme a laissé, ça m'a rappelé un épisode qui m'est arrivé il y a 3 ans en Russie, où j'avais pris le train depuis Rostov jusqu'à Moscou, et à chaque arrêt, il y avait des personnes arrivant de zones agricoles qui amenaient des fruits et des légumes, qui les mettaient sur la table, et tout le monde se servait. Une sorte de réflexe collectiviste qui existe. À Cuba, il y a beaucoup ça aussi. Et puis il y a une vraie fierté. Cette résistance, elle n'est pas vaine. Certains me dénigreront peut-être de le dire, mais c'est quelque chose qui est inscrit en eux. Leur slogan préféré, c'est quand même Patria, muerte o muerte venceremos, c'est-à-dire la patrie ou la mort, nous vaincrons. Bon, et ça, des femmes vous le disent, des jeunes vous le disent. C'est pas qu'un slogan, un vieux slogan castriste, ou les poèmes de Fidel Castro qu'on récitait en classe. C'est autre chose. C'est un état d'esprit, un sentiment d'être différent, d'avoir une culture à part. Ça, je pense que c'est des choses qui échappent totalement aux Américains et à Donald Trump. Maintenant, est-ce qu'avec ces sentiments-là, on peut résister longtemps ? J'en ai absolument aucune idée. Pensez-vous que Cuba soit la prochaine sur la liste de Donald Trump ? Il va falloir... en tout cas, c'est pas... Cuba est petite. C'est comme le Groenland. C'est le grand prédateur est là, dans la région. Il va dès qu'il y a du pétrole, il n'y a pas de pétrole à Cuba. Donc, Donald Trump semble penser que le régime va tomber de lui-même. Voilà, voilà. Là, je pense qu'il a des indications qui sont assez justes sur le fait qu'on est quand même dans une phase où il n'y a pas beaucoup d'espoir politique. On tourne en rond avec, même si le régime tente de ressusciter la flamme d'autrefois avec les portraits, d'éduquer les enfants à l'école et de mettre en avant ses qualités, parce que les Cubains, par exemple, sont extrêmement bons en médecine. Ils exportent leurs médecins, d'ailleurs. Il y a eu des catastrophes où ils ont envoyé des médecins. Donc ils ont des atouts, les Cubains. Leur produit d'exportation, c'est évidemment le cigare, il y a le rhum, voilà. Est-ce que Donald Trump va aller jusqu'à taxer les gens qui achètent ces cigares? C'est les meilleurs cigares du monde. Donc c'est peu de choses, ça semble dérisoire par rapport aux enjeux et à la volonté de Donald Trump de contrôler toute l'Amérique du Sud. Si on écoute, et je m'en réfère d'ailleurs aux gens qui s'étonnent de sa façon d'agir, tout est écrit dans le manuel de stratégie de sécurité nationale qui a été publié il y a un mois. Tout est écrit noir sur blanc. Il faut que les pays fassent allégeance aux États-Unis. Et dans ce cas-là, ils achètent un petit peu leur paix. C'est un peu ce qu'est en train de faire Delcy Rodriguez, la présidente en intérim du Venezuela, scellant des accords sur le pétrole, libérant des prisonniers politiques, de façon à satisfaire l'ogre américain pour pouvoir conserver son pouvoir et conserver les structures chavistes au Venezuela. Alors, est-ce que Cuba va accepter de faire ça ? Cuba, on est dans le fief, on est dans la matrice du socialisme en Amérique latine, socialisme déclinant, idéologie ancienne, certes, mais qui a quand même largement irrigué l'identité nationale. Est-ce que les Cubains sont prêts à faire ça ? Je n'en suis pas sûr non plus. Merci Régis. Merci Aïcha.